Est-ce que vous êtes déjà demandé c'était comment d'être au chevet de quelqu'un qui était entre la vie puis la mort, qu'il fallait réanimer ou d'être face à une hémorragie ou une fracture ouverte qu'il faut replacer? Ici, docteur Alexandra, bienvenue à mon nouveau podcast où justement on rencontre des médecins de différentes spécialités pour rentrer dans leur monde puis mieux comprendre leur réalité. Aujourd'hui, on rencontre docteur Marc Elfassi, qui est un urgentologue. Il a fait sa médecine à McGill, ensuite sa résidence de 5 ans à l'Université de Montréal, puis ça fait maintenant 5 ans qu'il pratique la médecine d'urgence et il se spécialise justement en réanimation. Donc, il y a beaucoup à nous raconter. Donc, suivez-nous pour ce premier épisode. Mais bonjour, docteur Marc Elfassi. Merci d'être notre premier invité au podcast. Mais merci beaucoup, c'est un très grand honneur d'être ici avec toi. Donc, tu veux-tu nous rencontrer un petit peu justement comment ça tu as décidé d'être en médecine? Je sais que ton père il est médecin puis qu'il y a beaucoup de gens autour de toi dans ta famille, mais c'est quand que tu as décidé justement que tu voulais être médecin? Comment ça s'est fait pour toi? C'est une bonne question parce que je pense que la réponse n'est pas si évidente pour moi en fin de compte. C'est sûr que j'ai grandi avec mon père qui est médecin, puis c'était un médecin d'urgence, puis qui lui a fait une grande carrière en médecine d'urgence, puis ensuite en médecine familiale. Fait que c'est sûr que j'ai toujours grandi dans un environnement avec un médecin dans la famille. Puis moi, j'ai fait le chemin de pré-médecine, fait que je suis rentré dès le cégep en médecine. Fait que je pense que honnêtement, si tu m'aurais posé la question à 18 ans, j'aurais pas une bonne réponse pour toi de pourquoi je suis rentré en médecine. Je pense que j'étais un bon étudiant à l'école, puis je voulais faire plaisir au monde. Fait que d'un certain point, je pense pas que je suis rentré en médecine pour les bonnes raisons, entre C'est un guillemets. peu par défaut? Un Comme? petit peu, mais l'affaire qui est drôle maintenant, en rétrospect, je le vois un peu comme un mariage arrangé qui s'est bien déroulé finalement. OK. J'adore la médecine, puis je me vois pas faire autre chose dans ma vie. Fait que vraiment, je suis très content d'être où je suis, mais c'est juste drôle que ça n'a pas été une relation où dès le début, je savais que c'est ça que je voulais faire. Je pense que c'est quasiment un peu comme tu dis, par défaut. OK. Ouais. Puis, y a-tu un moment, tu sais, justement, toi, tu as décidé de faire l'urgence. Ouais. Fait que, comment ça a été comme ton parcours de médecine, ton externat, puis après de décider justement dans quelle spécialité tu voulais être? Ouais. Fait que en rentrant, j'avais pas une idée claire de qu'est-ce que je voulais faire. J'avais un peu d'expérience de réanimation en termes de genre sauveteur. Fait que j'étais OK. sauveteur en piscine, sauveteur avec l'ambulance Saint-Jean, qui est comme une ambulance bénévole. Fait que j'avais une certaine, disons, intérêt pour tout ce qui est soins critiques, soins, disons, de réanimation. Mais je n'étais pas convaincu dans ma tête que c'est ça que j'allais faire. Mais fait que dans ma tête, j'allais devenir soit un cardiologue ou un médecin interne, quelque chose de ce genre-là. Mais en faisant mes stages d'externat, c'est là où j'ai tombé en amour quasiment immédiatement avec la médecine d'urgence, la variété de la spécialité. C'était-tu un de tes premiers stages? Non, en fait, c'était en mi-parcours de stage. Fait que j'avais fait mes stages obligatoires de médecine pédiatrique, de psychiatrie, de gynécologie, tous les stages qui sont obligatoires. Mais c'est quasiment après un an d'externat où j'étais encore un peu dans l'incertitude du choix, où j'ai vu l'urgence, puis c'était clair dans ma tête que c'est ça que j'allais faire. Y a-tu quelque chose spécifiquement qui t'a marqué, qui t'a fait aller vers ça? C'est sûr que j'ai réalisé dans ce moment-là que j'avais un certain un rush au cas incertain de réanimation qui arrivait en salle de réanimation, bien que pas encore du tout adéquat pour gérer une situation critique. Ouais. J'ai vu les personnes qui géraient ces urgences-là, puis c'était des personnes qui m'inspiraient vraiment par leur stoïcisme, puis par leur capacité à rester calme face à des situations critiques, mais aussi, je pense que c'était juste le stage au complet en termes de, tu passes d'une lacération à un patient en crise cardiaque à une patiente qui te raconte une situation psychosociale super intense. Juste la variété de cas par cas, pour mon, entre guillemets, TDAH autodiagnostiqué, ça faisait bien mon affaire. Fait que j'adorais cet aspect-là de la pratique. Puis tu m'avais conté un cas justement qui t'avait un peu fait le tournant de dire je veux être urgentologue d'un jeune de 18 ans qui devait être réanimé. Oui, fait que ça, c'était dans mon deuxième stage de médecine d'urgence que j'avais pris en stage à option. C'était un gars de 18 ans qui il a fait un arrêt cardiaque soudain sur une cause qui ne sera jamais connue finalement parce que le patient malheureusement est décédé.
ce qui m'a marqué, puis c'est le premier décès, je pense, auquel j'étais témoin comme étudiant en médecine, c'était un peu comme un avion en situation critique où le monde se met en mode cockpit, où le monde est quasiment silencieux, parle en boucle, parle vraiment de façon efficace et tout le monde est quasiment en synchronie, en télépathie carrément. Gérer cette situation-là, j'ai su que faire ce genre de travail était critique, important pour moi et je me voyais nulle part autre dans l'hôpital. OK. Ouais. Ça t'a marqué, mais j'imagine que c'était quelque chose de vivre ton premier décès, puis qu'il soit aussi jeune, là, aussi. Oui, vraiment. C'était quelque chose qui m'a... ça c'est resté avec moi. Je me souviens encore du visage du gars, puis c'est sûr que les 2-3 premières nuits, j'ai mal dormi avec... Juste, même si j'avais aucune responsabilité médicale envers le cas, juste savoir que ce genre d'affaires était possible, puis que le monde devait juste continuer à avoir des personnes 5 minutes après avec des maux d'eau. Ouais. Pour moi, c'était intense. Heureusement, j'étais entouré d'une équipe qui a bien su gérer cet aspect-là, sachant que c'était le premier décès auquel j'étais témoin. On est venu me parler, me demander si j'étais correct de ce point de vue-là, puis somme toute, c'est correct, je continue à faire la job, mais de voir cet aspect familial de monde qui savent qu'on vit des expériences très dures, ça m'a aidé à passer par pour commencer. Mais je vis encore avec ça dans ma tête, c'est sûr. Tu viens de parler de famille, justement. Est-ce que c'est toi qui as dû aller... Parce que c'est un jeune de 18 ans, c'était comment... Parce que je sais que comme urgentologue, vous devez aussi beaucoup porter ça, parce que j'en ai vécu beaucoup aussi des décès, puis là, la famille est dans la salle à côté, ou elle est présente au chevet ou proche, puis comment toi tu vis ça? Surtout, j'imagine, quand c'est des jeunes, ou est-ce que tu vois une différence? Est-ce que c'est... Comment c'est pour toi de Fait qu'on vivre ça? vit des décès à tous les âges, puis je pense pas que tous les décès sont pareils. Je pense qu'il y a des décès qui sont plus attendus tant du patient que de la famille, puis ça, c'est aider à passer une personne par une transition naturelle, qui est une chose qui fait partie de la vie. Puis il y a des décès qui sont inattendus chez des jeunes, même chez des enfants, qui arrivent de temps en temps, qui ne deviennent jamais faciles à gérer. Tant du point de vue médical, que tu te reposes des questions, est-ce que j'aurais dû faire quelque chose de différent, tant pour moi que pour l'équipe, mais évidemment du point de vue psychologique, où aller devoir discuter excuse-moi, d'un décès soudain, inattendu, c'est jamais quelque chose qui devient facile. Puis j'essaie d'approcher ça avec le plus d'empathie et d'humanité possible, parce que je pense que se déconnecter à ces moments-là est plus néfaste pour moi que de rester humain et de vivre mes émotions au complet au moment où ils arrivent. Fait que, disons, la réanimation arrive, je vais mettre mon chapeau de médecin puis rester contextualiser mon espace psychologique et mon espace. Je dois performer dans cette situation. Mais quand je suis en train de donner une mauvaise nouvelle, je suis 100% émotivement présent avec la famille. Puis je pense que c'est la seule façon que je peux passer à travers si je veux faire ça à long terme. Oui, c'est sûr. Puis est-ce que tu arrives justement tout de suite à retourner avoir un mal de dos? Comment tu fais pour gérer ça? Puis tu sais, les étudiants, parce que aussi, tu sais, c'est ça, on n'en a pas parlé encore, mais maintenant, tu enseignes, à des résidents, des externes. Fait que c'est quoi un peu ton approche pour justement les aider ou à faciliter le processus? Là? Je pense qu'il faut donner un espace, première chose. Je pense si, disons, une situation critique est vécue ou un patient décède ou si une mauvaise chose arrive, la première chose, c'est de prendre l'espace pour vivre cette mauvaise chose. Que ça soit qu'on a tout bien fait, puis que la mauvaise chose est arrivée, ou qu'on n'a pas tout bien fait, ou qu'on a, fait une erreur, ou on n'a pas performé de façon optimale, puis quelque chose de mauvais est arrivé. La première chose à faire, c'est de prendre l'espace pour vivre ça. Et une chose, personnellement, que j'essaie de faire, si un patient décède, c'est de rester au chevet du patient pendant juste 30 secondes de plus et de prendre un moment de silence pour, m'excuser au patient d'une certaine façon, de dire que je suis désolé que nous n'avons pas pu vous réanimer. Puis d'autre part, c'est peut-être un peu bizarre, mais de remercier le patient aussi, parce que je remercie le patient de m'avoir enseigné quelque chose, tant sur le médical que sur ma propre performance, que sur comment gérer la crise. Donc, je prends 10 secondes pour remercier le patient parce que la souffrance est inévitable. Puis ne pas apprendre de la souffrance,
c'est l'erreur fatale, à mon avis, qu'on peut faire comme médecin. Parce que si je dis que tout était bien fait puis il n'y avait rien qu'on a pu faire de différent, je ne serai pas un meilleur médecin la prochaine fois que le même cas arrive. Donc, je vois ça de cette façon-là. Puis prendre ce moment-là avec un étudiant, ça nous permet ensemble de vivre cette transition-là pour ensuite aller faire ce qu'il faut faire pour les prochains patients. Ouais. Mais quand tu parles de souffrance, tu parles par rapport aux patients ou même toi, dans ce qui se passe? J'avais principalement en tête la souffrance du patient, mais c'est sûr que de notre part aussi, on vit une certaine souffrance. Je pense qu'on vit surtout des situations très intenses et chargées. Ouais. Je pense que c'est juste important que ça soit constructif et non destructif comme situation. Et ça peut l'être si tu prends soin de l'événement en soi. Si tu ne fais pas juste dire « j'ignore ce qui vient d'arriver, je continue à travailler, je charge, puis je pousse cette mauvaise expérience en arrière de ma tête ». Je pense qu'il faut le vivre en entier pour pouvoir s'en servir pour le futur et pas juste l'ignorer puis que ça remonte lorsqu'on a moins envie que ça remonte dans notre tête. C'est ça. Fait que pour bâtir comme ton expérience puis tout ça par rapport à ça. Puis j'avais une question justement parce que tu disais la mauvaise chose arrive, mais tu trouves pas que des fois justement, dans certaines situations, que c'était un peu la chose qui devait arriver, le décès. Souvent ça va être des personnes âgées. Puis oui, même si vous auriez tout essayé, c'était un petit peu inévitable. Oui, 100%. Puis je pense que je vis pas cela de la même façon que je vis les décès ou les situations critiques qui sont, disons, plus inattendues. Puis je pense que tout le monde dans l'hôpital, ou du moins où je travaille, a un peu la même sensation où la chose la plus humaine que tu peux faire parfois, c'est laisser un patient décéder naturellement et pas s'acharner lorsque c'est pas nécessaire. Évidemment, dans le contexte des volontés du patient puis des volontés de la famille. Mais ultimement, on n'est pas toutes faites pour vivre éternellement. Puis je pense qu'il faut apprécier que la transition peut être aussi belle et aussi douce que n'importe quelle autre transition importante dans la vie. Puis justement, je pense que tu donnes un cours en réanimation, tu me disais, comme enseignant. Puis qu'est-ce qui est important pour toi d'enseigner aux étudiants dans un contexte justement de réanimation, d'urgence, que souvent, là, on perd nos moyens. Puis on oublie tout notre protocole là, qu'on est censé savoir, qu'on apprend 10 fois à l'école. Il s'en va. Là. Fait comment toi, t'aides les étudiants justement dans ce contexte-là en réanimation quand c'est entre la vie et la mort? Oui, fait que je donne un cours sur l'application des connaissances sous pression que je donne aux résidents seniors en médecine d'urgence. C'est un cours qui n'est pas médical, c'est un cours vraiment sur le savoir-faire, exactement ce que tu dis. Comment pas éteindre son cerveau lorsque le feu prend dans l'urgence, ce qui est même pour nous, pas facile puis pas évident au début. C'est une aptitude qui s'apprend puis une aptitude qui se pratique. Puis j'essaie de développer avec les résidents des stratégies ensemble pour développer ces aptitudes-là. Fait que pour moi, je vois ça comme un peu comme les pilotes ou les athlètes de haut niveau ou, par exemple, des musiciens en orchestre. C'est quelque chose qui se bâtit avec le temps puis quelque chose qui se pratique. Fait que qu'est-ce que tu fais avant ton quart de travail? Comment tu t'assures que tu es 100% optimal en rentrant pour ton shift? Le sommeil, ce que tu manges, tout ce que tu fais avant de se préparer pour un shift. Comment tu fais au moment qu'une crise arrive. Fait que, un des trucs que j'essaie de promouvoir avec les étudiants, c'est de se trouver son système pour se remettre en place. Que ça soit prendre son propre pouls pendant juste 5 secondes, un mantra personnel que tu dis internellement ou externellement, prendre 4 respirations tactiques, c'est-à-dire 4 secondes d'inspiration, tu tiens ton souffle 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu fais ça pendant 2-3 respirations, juste pour se remettre l'esprit en place. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire au moment d'une situation de crise. Puis enfin, ce que tu fais après la situation de crise. Un peu les choses qu'on s'était dit. Fait qu'un débrief d'équipe, ça, c'est une chose que je pense que la majorité des médecins qui m'inspirent, puis des médecins avec qui je travaille, ils essayent de faire quelque chose de ce genre-là, un débrief d'équipe ou un débrief personnel au moins. Puis comment penser à ces cas
où on est capable de, comme j'ai dit tantôt, prendre les bons coups et les mauvais coups et les absorber de façon qu'on s'en sert pour le futur. Que tu apprends, dans le fond, Ouais. pour pas... Fait que grosso modo, c'est ça le cours que je donne. Mais je pense que pour longtemps, le modèle d'enseignement de la médecine était fais-le 1000 fois, puis éventuellement, tu vas être mieux à le faire. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais je pense que comme tout, c'est pas juste la pratique qui rend parfait, c'est la pratique parfaite qui rend parfait. Fait qu'il faut se pratiquer, mais avec une volonté puis avec une direction. Pas juste faire 1000 fois la même chose puis en s'attendant que ça s'améliore. C'est pas de s'ajuster, dans le fond, avec Ouais. ton expérience. Mais justement, toi, avec toute l'expérience, là, ça fait déjà 5 ans. Comment tu as vu évoluer justement ta manière de prendre en charge les cas urgents? Puis c'est quoi tes stratégies? Puis est-ce que tu te fies justement de plus en plus à ton instinct parce que là, tu as de l'expérience? Tout ça, comment tu vis ça? Je pense que je bouge moins, c'est la première chose. Je pense qu'au début, tous les médecins sont très actifs, puis ils veulent mobiliser tout, puis tu finis par juste bouger beaucoup. Puis plus j'avance dans ma carrière, plus je me vois juste pas bouger, puis un peu comme, encore une fois, comme j'utilise toujours l'analogie du cockpit, garder un environnement de plus en plus silencieux, puis juste dire ce qu'il faut et pas dire ce qu'il faut pas. Je me vois aussi, comment je pourrais dire, je suis mieux capable de prendre un survol instinctif, un peu comme tu dis, le gestalt, qui est un mot en médecine qui est souvent utilisé. Le gestalt, c'est un mot, je pense, allemand, mais qui est utilisé beaucoup en milieu anglophone, qui veut dire juste le feeling instinctif d'un patient quand tu le vois rentrer. Par exemple, si on prend 2 patients en détresse respiratoire, un qui est en crise d'asthme sévère, puis un qui a de l'œdème pulmonaire, fait que de l'eau sur les poumons. Ils ont, de façon subtile, mais très claire, une allure différente dans leur juste façon de se présenter. Puis ça, c'est des choses qu'avec l'expérience, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans au début de résidence, je pourrais pas nécessairement te nommer ces différences-là, mais plus j'avance dans ma carrière, plus je me vois mon instinct comme suivre mes connaissances médicales intellectuelles. Fait que je me fie de plus en plus, comme tu dis, à mon instinct, tout en sachant que l'instinct n'est pas parfait. On a tous des biais, on fait toutes des erreurs. Fait que je pense que je prends des actions plus décisives que je prenais initialement, mais en me permettant un filet de sécurité intellectuelle, en assurant que je laisse une marge de doute pour d'autres diagnostics. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui a changé dans ma façon d'approcher les cas incertains et critiques en salle de réanimation. OK. Puis y a-tu des cas, justement, qui te viennent en tête que tu as trouvé plus difficiles ou qui t'ont marqué particulièrement pendant ta carrière? Oui, j'ai un auquel je pense souvent, je pense que tous les médecins qui vont écouter ça vont peut-être se mettre dans les souliers d'un médecin qui manque un diagnostic, ce qui arrive à tous. En première année de pratique, j'ai eu un jeune gars, 16-17 ans, qui s'est présenté avec une douleur atypique testiculaire qui avait duré comme une journée ou deux, mais qui était pas très clair pour moi en termes de diagnostic. C'était tard en soirée, peut-être 21h, 22h. Puis le diagnostic ultime était une torsion testiculaire qui nécessite des soins très rapides d'un chirurgien urologue ainsi qu'une échographie essentiellement sur le coup. Puis sur le coup de ce cas-là, je me rappelle, je m'étais convaincu que l'échographie n'était pas nécessaire ce soir-là parce qu'il y avait des éléments atypiques dans l'histoire. Que finalement, le jeune gars a perdu sa testicule parce que le flot vasculaire à cette testicule-là était compromis trop longtemps. Fait que j'ai longtemps angoissé sur ce cas-là parce que je me voyais comme un mauvais médecin, entre guillemets. Je suis pas sûr qu'est-ce qui rentrait dans ma tête nécessairement à ce moment-là. Est-ce que c'était la volonté de ne pas réveiller l'échographiste pour venir à 22h le soir? Est-ce que c'est parce que j'étais plus en fin de shift, plus fatigué? Mais je sais que ça m'a marqué longtemps. Ça a changé la façon que
j'approche, puis ça m'a forcé à apprendre. Fait qu'une des choses que je fais maintenant, c'est j'ai appris comment faire jusqu'à un certain niveau l'échographie des testicules pour s'assurer qu'il n'y a pas des signes de torsion. Toi-même. Moi-même, mais ça m'a aussi appris comment être vraiment le mot que je cherche en anglais, advocate, pour mes patients. Vraiment être vraiment poussé pour ce que je pense est le meilleur pour mon Peu patient. importe ce Peu que importe l'autre l'heure, peu dort. importe qui fait quoi. Ouais. Puis quitte à avoir tort de temps en temps, ce qui est une erreur que je juge plus acceptable que de manquer quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas jamais abuser du système, Non, oui. mais de pousser toujours pour ce que tu penses être le meilleur pour le patient. Ouais. Depuis ce temps-là, je n'ai je n'ai aucun obstacle mental pour le faire maintenant. OK, fait que ça a été une bonne chose à un niveau pour toi, pour la suite de ta carrière. Oui, Pour, puis à date, il n'y a tape pas sur eu moi, d'autres? pas d'ordre de manquer. J'en ai eu 2 d'ailleurs depuis ce temps-là que j'ai diagnostiqué sur le coup qui ont un bon finalement résultat final, qui ont pas eu leur chirurgie puis qui ont bien guéri. Fait que je suis content que ça n'a pas juste été pour rien. J'ai pu apprendre de ce cas-là puis m'améliorer avec ça. OK. Puis aussi, ce que tu me disais, je sais que tu as nouvellement une petite fille. Oui. Elle a quel âge? Oui, elle a 15 mois. 15 mois. Oui, oui. Puis comment ça a changé ta pratique, justement? Parce que je sais pas, ça a-tu changé quelque chose d'avoir justement un enfant de 15 mois? Puis je sais que toi, tu te spécialises un petit peu plus en urgence pédiatrique. Les codes, tout ça, comme ça a dû quand même te transformer comme papa. C'est sûr que ça m'a quand même surpris, mais l'objectivité est définitivement affectée par le fait que tu sois père, que le fait que tu sois parent, que là, c'est plus juste l'idée abstraite que c'est comme le patient qui vit avec mon enfant, c'est vraiment tu te mets à la place du parent, puis l'inquiétude parentale. Puis un autre cas qui m'a marqué, c'était pas mon cas, c'était le cas d'un collègue, mais que je suis venu assister. Le premier arrêt cardiaque pédiatrique que j'ai vécu depuis que je suis père, c'était vraiment plus intense auquel je m'attendais. Je suis allé en me disant ça va être comme les autres, entre guillemets, où je me mets juste en mode médecin, puis on va gérer ce qu'il faut, puis en fin de compte, on va faire ce qu'il faut. Mais c'était intense quand même. Je me suis mis à la place des parents et je pense que tout le monde qui a vécu ça va jamais oublier les sanglots d'un parent. Puis c'est une chose l'entendre, je pense que c'est encore doublement intense lorsque tu te mets à la place parce que tu as l'expérience d'être parent aussi. Les parents ils étaient là à ce moment-là? La mère était présente. Puis je pense, une chose qu'on fait, puis c'est qu'on laisse le parent être dans la salle lorsqu'on fait une réanimation pédiatrique. Que je pense que ça aide les parents de voir le travail qu'on fait, même si c'est intense. Je pense que c'est psychologiquement, c'est mieux de voir à quel point on s'acharne puis qu'on met notre 110% d'effort que de rester dans une salle isolée puis c'est juste imaginer le pire. Mais ouais, j'ai encore ce cas dans sa tête. Comme parent, moi, je me mets à sa place. Fait que oui, ça a changé les choses pas mal un peu. Tu disais que c'était au début de ton chiffre, fait que ça a dû être dur. Oui, c'était au début d'un chiffre de nuit. Fait qu'en rentrant à 23 heures, c'est la première chose qui rentre dans la salle d'urgence. C'est intense. C'est jamais, ça ne devient jamais facile à vivre, ce genre de cas-là. Mais ce qui réconforte, c'est qu'on n'est pas seul. On est en équipe. On était au moins 3 médecins au chevet de l'enfant sur ce cas-là. On était une équipe pleine d'infirmières, de préposés, de consultants. Donc, on était bien entourés. Puis, oui, on a vécu ça ensemble. Puis, on a tous grandi. Comme tous les cas intenses, je pense qu'on devient tous un peu meilleur pour la prochaine fois. C'est mon espoir, en tout cas. Puis on vit des émotions dures ensemble, puis on devient plus serré comme famille aussi, ce qui est très important, puis je pense qu'il est peut-être pas aussi bien vu de l'extérieur. Dans quel sens? Que l'équipe médicale est vraiment, surtout pour tout ce qui est soins intenses, fait que soins intensifs, urgence. C'est vraiment des familles qui vivent des expériences intenses. Donc, on devient très proche et très... on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre.
Fait que moi, c'est des expériences comme celle-là qui me rapprochent le plus de De tes collègues. de mes collègues, tant infirmiers que préposés que médecins. Oui, c'est clair. Puis comment tu... Parce que là, on parle justement, tu as une petite fille, ta famille. Est-ce que ça a changé ta pratique? Parce que je sais, comme urgentologue, je pense que vous n'avez pas le choix de faire jour, soir, nuit. Oui. C'est un horaire qui est extrême. Moi, Oui. je ne supporte pas la nuit du tout. Fait que comment tu fais, justement, parce que là, je ne sais pas si ta fille a fait ses nuits vite ou tout ça, mais comment tu as géré la transition? Difficilement. Je suis quelqu'un qui dort facilement. Fait que de point de vue, genre, est-ce que je peux m'endormir? Pour moi, personnellement, c'est pas le challenge. Je pense que le challenge pour moi, autant avant qu'après la naissance de ma fille, c'est l'aspect manque de routine. Je pense que la majorité des êtres humains fonctionnent mieux avec une routine, que ce soit mon hockey le mardi soir ou notre préparation des repas le dimanche soir. Moi, toutes les 2 semaines sont différentes. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé 2 jours aujourd'hui, j'ai travaillé 2 jours hier. Fait que j'ai un horaire relativement normal, mais la fin de semaine avant, j'étais de fin de semaine de midi à 8. Je suis de nuit dans une semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Fait que chaque semaine est différente de la dernière. Puis, plus je deviens adulte, plus je reconnais la valeur de la routine. Je pense qu'il y a l'adaptation majeure que j'ai dû faire, c'est développer des micro-routines. C'est-à-dire regarder mon horaire d'un survol sur les 2 ou 3 prochaines semaines, puis me dire, OK, cette semaine-ci, c'est là où je vais être capable de prendre la petite de la garderie. C'est là, parce que c'est vrai que j'ai des jours où je suis off un mardi ou un mercredi, fait que je suis complètement disponible pour aider. Il y a des jours où je suis de nuit, où je peux aider en soirée, mais pas de jour. Fait qu'il faut regarder son horaire puis se construire un système. Fait que c'est pas évident. Puis je sais que moi, je fais des 8 heures de quart de travail, mais il y a plein d'infirmiers qui font des 12 et parfois même des 16 heures de quart. Fait que je veux bien me plaindre et c'est facile de se plaindre, mais je suis pas le seul qui vit ça. Puis avec le temps, tu t'adaptes. Mais c'est pas évident, en effet. Non, c'est clair. Puis tu dois avoir une conjointe qui est assez compréhensible de ça, j'imagine. Oui. Et puis heureusement, on n'a pas eu des enfants directement après que je suis devenu médecin. Fait que j'ai eu le temps de m'adapter juste à la vie de médecin d'urgence avant qu'on ait notre premier enfant. Fait que j'ai pu au moins développer ma recette de fonctionner dans ce système-là avant d'introduire l'élément chaotique qui est avoir un enfant puis d'avoir à gérer toutes les choses qui viennent avec ça. J'adore la vie de père. Puis je pense aussi qu'il y a certains avantages. Comme je dis, il y a certains jours de semaine où je suis complètement disponible. Fait que ça, ce qui est cool, c'est parfois, je vais même pas l'amener à la garderie. Je vais la garder chez moi puis je vais profiter à 1000% d'avoir ma fille avec moi, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde nécessairement. Mais oui, j'ai une conjointe qui est excellente puis une incroyable mère, fait que je suis très chanceux de ce point de vue-là. OK. Ben, je sais, il y avait une question que j'avais particulièrement, tu sais, ça fait pas si longtemps que tu pratiques, puis moi, personnellement, mon externat, tout ça, tu sais, ma médecine a été vraiment plus difficile que ce que j'aurais pensé que ça aurait été. Oui. Ça l'a comme brisé beaucoup d'illusions de ce que c'était être médecin, parce que c'est justement, pour moi, c'était extrêmement difficile plusieurs fois que je pensais à lâcher, parce que j'étais comme, c'est difficile. Je sais pas si toi, c'est quelque chose, des phases par lesquelles tu as passé, ou ça a toujours été comme... ou c'est ça, des stages plus difficiles ou des choses que tu as vécues, puis tu es comme, oh wow, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Oui. Vraiment. Il y a des moments où j'étais vraiment un peu, pas noyé, mais jusqu'ici avec l'intensité pas nécessairement l'intensité du travail en soi, mais l'intensité de la demande sur la vie personnelle. Je peux penser à mes stages de soins intensifs où tu fais du 6h30, 7h du matin jusqu'à 7h le soir. Puis là, tu as 2 week-ends de suite de garde comme résident parce que ça tombe de même ton horaire. Fait que tu fais un 19 jours de suite où là, tu te pousses vraiment à ta limite. Puis je pense que tout le monde qui vit la résidence reconnaît ces moments très difficiles de la résidence où les jours deviennent quasiment un mélange d'un jour à l'autre. Fait que tu prends une journée isolée, je pense que n'importe qui peut le faire, mais c'est comme une espèce de marathon qui, des fois, tu vois pas la fin. Et fait que c'est sûr que c'est ces moments-là qui sont les plus difficiles. Et je pense aussi, l'autre chose que je trouve, même encore maintenant, très difficile, c'est gérer les situations
les situations psychosociales qui sont très compliquées. On gère tout ça en médecine, qu'on soit chirurgien plastique, ophtalmologue, médecin d'urgence, médecin de famille. Tous les patients viennent avec pas juste un problème médical, mais une vie complète. Puis parfois, ces vies sont compliquées et difficiles. Puis on a tous le sens de vouloir aider, puis de faire ce qu'on peut pour aider, mais c'est pas toujours évident de trouver les solutions aux problèmes des patients. Et souvent, les patients viennent aux urgences parce qu'ils sont en manque de recours, puis c'est la seule place qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut, mais parfois, on se voit en manque de ressources, de qu'est-ce qu'on peut offrir. Et ça, je trouve, tant comme externe que comme médecin, est très difficile à vivre parce que je veux aider, mais j'ai pas toujours la solution parfaite à offrir. Et ça, c'est frustrant. Puis, as-tu aussi une pression de temps? Parce que moi aussi, il y a beaucoup de cas à l'urgence. Souvent, c'est des tentatives de suicide, des idées suicidaires. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Oui. Puis, il y a quand même cette pression-là, parce qu'on se fait dire que ça n'a pas de bon sens d'attendre 20 heures à l'urgence. Puis, il y a beaucoup par rapport à ça. Fait que comment tu gères ces situations-là? Je commence par remercier le patient pour sa patience parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. Non, on va au plus vite qu'on peut, puis on voit tous les patients au fur et à mesure qui arrivent en termes de priorité, de sévérité. C'est sûr qu'il y a des choses que le contexte de la salle d'urgence ne permet pas une évaluation idéale. Un patient qui vient avec une histoire complète psychiatrique, il faut que je juge rapidement le risque suicidaire, c'est parfois compliqué puis pas évident. C'est sûr qu'on a beaucoup d'aide de nos consultants, surtout en psychiatrie, qui sont capables de au moins prendre le temps nécessaire pour au moins évaluer le risque initial suicidaire. Fait que ça, c'est un des éléments où les consultants sont très, très, très appréciés. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'essaye... j'ai certaines ressources auxquelles je peux offrir le patient si je pense que le risque est relativement faible, mais il faut que je fasse quand même encore une fois le mot gestalt, une idée rapide de mon instinct de est-ce que je pense que ce patient est dangereux envers lui-même ou non, est-ce que ce danger est actif, puis est-ce que même si le patient me dit qu'il il va pas passer à l'acte, est-ce que je reconnais que je dois de temps en temps garder le patient contre son gré. Un privilège médical auquel on a le droit, c'est ce qui s'appelle la garde préventive. C'est garder un patient contre son gré lorsque nous, comme médecins, on juge qu'il y a un risque suicidaire actif. Puis c'est pas quelque chose que je prends à la légère parce que c'est enlever les droits d'une personne, ce qui est très, très... c'est quand même un poids lourd à garder. Mais si je le fais, c'est parce que vraiment je crois qu'il y a un danger actif et je veux protéger la personne, soit d'elle-même ou envers autrui. Mais encore une fois, c'est des décisions qui doivent être prises rapidement. Fait que c'est parfois imparfait. C'est parfois basé sur l'information incomplète, l'information qui est divergente d'une personne à l'autre. L'ami qui va dire qu'il est suicidaire, la personne qui va dire qu'il ne l'est pas. Fait qu'on est souvent pris à prendre des décisions avec l'information incomplète. Je pense que c'est la définition de la médecine d'urgence, c'est prendre des décisions dans des situations complexes avec information incomplète. Oui. Oui, c'est sûr que ça devient un défi. Puis la pression, justement, qu'on revient de vite, il faut que j'agisse vite, donc je ne peux pas toujours prendre la meilleure décision sur le moment. Mais mon expérience à date, honnêtement, c'est que les patients sont quand même appréciatifs des soins qu'ils reçoivent. Ils ne sont pas fâchés envers nous comme médecins ou envers personne en particulier dans le système. Ils reconnaissent que le système est très chargé et je suis reconnaissant des patients qui me donnent pas plus de difficultés à essayer de les aider que ça. Fait que... au global, le monde sont bien smart. Puis le monde c'est rare que le monde vienne à l'urgence la meilleure journée de leur vie. Fait que j'essaie le plus possible de reconnaître que c'est généralement la pire journée de leur vie lorsqu'ils arrivent à l'urgence. Puis les essayer de les faire rebondir de cette journée, que ce soit pour une plaie sur un couteau dans la cuisine versus un arrêt cardiaque. J'essaie d'approcher toujours de la même façon, qui est d'enlever la souffrance. OK. Justement, on a parlé beaucoup des défis puis de tous les challenges d'être urgentologue. C'est quoi qui te fait que, justement, au début, tu as dit que tu ne te verrais pas faire autre chose que ça? C'est comme, ça a été le mariage arrangé parfait. Ouais. Mais qu'est-ce qui te passionne, justement, de l'urgence puis qui te motive puis qui fait que tu continues, que ce soit jour, nuit puis tout ça, à le faire et à être passionné comme ça?
la façon que je le dis à mes résidents, c'est qu'on est les deuxièmes meilleurs dans tout dans l'hôpital. Fait qu'on est le deuxième meilleur intensiviste, on est le deuxième meilleur médecin de famille, on est le deuxième meilleur dermatologue, on est le deuxième meilleur cardiologue, etc., C'est vrai, etc. ouais. Fait qu'on a une aptitude à un petit peu à tout faire, ce qui est très unique dans le monde hospitalier où tout le monde a sa niche personnelle, en termes que ce soit gastroentérologue ou chirurgien ou rhumatologue, etc. Nous, notre affaire, c'est qu'on est capable un peu de tout faire et surtout dans un monde qui est incertain, où on n'a pas tous les morceaux du puzzle devant nous. Et moi, j'adore résoudre les problèmes en général. J'ai toujours été bon en mathématiques. Fait que c'est cet aspect-là qui me passionne toujours. C'est l'aspect trouver des solutions à des problèmes. C'est l'aspect que jamais deux journées ne sont pareilles. Ouais, c'est très diversifié, là, Ouais. vous voyez. Que je rentre puis je sais pas à quoi je m'entends. Ouais. J'adore ce feeling-là encore. Puis il y a des journées où on sauve vraiment des vies, puis où on règle des problèmes qui sont très souffrants pour le patient. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour moi encore maintenant à 5 ans. Ce feeling-là n'est pas parti après maintenant presque 15 ans de formation médicale que je suis encore étudiant en ce moment. Je pense pas qu'il va partir non plus. J'espère. Fait qu'avec l'avancement, justement, là, de plus en plus, on le voit, le AI, ChatGPT, puis je voulais savoir, justement, en médecine d'urgence, puis avec le futur, est-ce que vous, à l'urgence, vous l'utilisez ou comment tu vois, justement, l'avancement de la technologie? Oui, écoute, je pense que tous les médecins ont commencé à s'en servir un peu du point de vue où, comme tout en technologie, c'est un outil. Je pense que l'arrivée des téléphones intelligents était aussi un immense changement pour les médecins que le développement de l'intelligence artificielle. Puis je pense que ne pas être avec les temps, c'est à son propre défaut. C'est sûr que l'application que je vois le plus souvent utilisée par tous mes collègues maintenant, c'est les logiciels de dictée par intelligence artificielle, qui rend le travail administratif d'écriture des notes beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, principalement, ce qui augmente notre efficacité. Ouais. Fait que ça, c'est une application que je considère que de ne pas au moins explorer, c'est de rester un peu arriéré dans la technologie, puis c'est sûr que ça s'en vient. Je pense que tant chez nos voisins du Sud aux États-Unis qu'ici, qu'en Europe, c'est un changement qui s'en vient. Là, c'est sûr que pour les logiciels plus de type ChatGPT ou les modèles de langage large, c'est un changement qui va être compliqué et qui va roder un peu dans l'espace médical, mais que je pense qu'il ne va pas remplacer les médecins, du moins pas pour les prochaines années. Je pense que ultimement, les aptitudes que les médecins développent qui ne sont pas traduisibles à un modèle de langage, c'est de gérer l'incertitude, gérer un patient qui arrive qui ne dit pas un seul mot, right? Les logiciels, généralement, gèrent très bien lorsqu'on leur donne de l'information, mais s'ils ne reçoivent pas, c'est à nous de travailler avec le peu qu'on a. C'est gérer une équipe médicale, c'est gérer les personnes avec qui on est, puis ça se remplace pas, du moins pas pour l'instant, par l'intelligence artificielle. Et c'est accomplir des gestes, right? Il y a beaucoup de choses physiques que je fais qui ne sont pas remplaçables par l'intelligence artificielle. Là où ça va nous aider, c'est dans notre structure de pensée, dans nos diagnostics. Je pense que c'est inévitable que ça va performer à un niveau équivalent, sinon supérieur aux médecins dans la prochaine décennie en termes de si tu leur donnes une information relativement complète d'un patient, d'être capable de reconnaître des patterns que même nous, on serait peut-être même pas capable de reconnaître. Fait que je pense que ça va être un aidant naturel à notre travail comme médecin. Je pense qu'il va falloir apprivoiser ce changement puis l'accepter. Puis je connais du monde qui travaille dans le sphère un peu, qui voit ça clairement de cette façon-là, que c'est un outil qui va augmenter la performance des médecins et non la réduire, ultimement. Fait que c'est peut-être mon outlook optimiste sur le sujet, mais je crois sincèrement que ça va être pour le mieux et non au détriment du travail médical, ultimement. Oui, ça nous aide à avoir aussi, des fois, on ne peut pas tout avoir les diagnostics différentiels, mais on a déjà la pensée de médecin qui nous aide justement à naviguer à travers. Oui.
Fait que c'est sûr que ça peut être un outil aussi qui va nous aider, dans le fond, plutôt que nous nuire. L'équivalent, c'est que pour les programmers, la réponse que tu reçois de ChatGPT ou d'un autre modèle est aussi puissant que l'input que tu le donnes. Fait que je pense que ça va dépendre de ce que nous, on est capable de fournir. Puis on peut imaginer déjà 1000 utilités pertinentes à l'intelligence artificielle. Par exemple, le triage bonifié par l'intelligence artificielle avec une série de questions qui est basée sur la réponse de la dernière. Facilement, c'est quelque chose, je sais, du monde qui développe cette idée-là déjà. Fait que ça, c'est une utilité évidente. Mais oui, c'est sûr, ça va vous aider beaucoup. L'équivalent du 811. Fait que les patients qui se posent, est-ce qu'ils devraient consulter aux urgences, aller en clinique, cette espèce d'incertitude-là peut être bonifiée par l'intelligence artificielle facilement. Moi, je vois d'opportunités, pas un désastre ou une catastrophe. Une peur de perdre son... Non. Et puis, ultimement, c'est ce qui est meilleur pour le patient, je crois. Je pense que si on est mieux capable de diagnostiquer rapidement ou de reconnaître des patterns plus subtils rapidement, on est capable d'attraper des maladies plus tôt. Puis, on est capable d'offrir des traitements plus efficaces et rapides pour les patients qui en ont besoin. Oui, et spécialisé à la personne. Puis même moi, tu sais, quand les patients ont déjà fait leur recherche, mais j'ai tendance, tu sais, à les écouter puis voir, mais c'est quoi les diagnostics que vous pensez que vous avez? Puis des fois, même moi, ça va orienter un petit peu. C'est sûr que je me fie à mon évaluation, mais j'ai plus tendance à recevoir justement leur idée qu'ils ont en tête pour justement les démystifier puis qu'ils ne repartent pas à la maison en pensant qu'on les a pas écoutés. Là. Oui, mais à 100%. J'essaie de faire ça aussi. C'est une très bonne chose que tu apportes. Le monde vient avec des attentes. Je pense qu'ils viennent avec des attentes qu'on leur enlève la souffrance, bien évidemment, mais ils viennent avec l'idée que j'ai peut-être quelque chose de grave. Fait que j'essaie d'explorer les attentes du patient, puis de les corroborer avec ce que je pense qu'ils ont, puis d'essayer de trouver ensemble comment est-ce qu'on peut répondre à ces attentes-là le mieux possible, tout en gardant en contexte que nous sommes dans l'urgence, puis il n'y a pas toutes les questions qui se répondent. Mais c'est ça, je pense que pour remettre ça dans le contexte, l'intelligence artificielle peut facilement aider dans ce processus-là. Ouais. Puis, justement, en parlant de ça, tu as parlé justement peut-être l'intelligence artificielle ne pourrait pas aider pour les procédures. Toi, c'est-tu quelque chose que tu fais beaucoup, les procédures? As-tu une spécialité de choses que tu fais beaucoup sur le terrain? J'ai pas nécessairement une spécialité pour des procédures spécifiques, mais il y a plein de choses que je fais qui sont de plus en plus spécialisées. Par exemple, une chose, je pense, qui a pris un peu la communauté médicale d'un coup, c'est les procédures sous échographie. Fait que les blocs de nerfs ou les ponctions infiltration sous échographie, c'est des techniques qui sont... je pense de les faire, entre guillemets, à l'aveugle, c'est rendu quasiment archaïque maintenant parce qu'on a un feedback visuel très clair et précis des choses qu'on veut faire et on manque beaucoup moins, je crois, nos coûts en faisant ces procédures-là par guidage échographique. Fait que ça, c'est une chose que j'ai commencé à faire beaucoup depuis que je suis patron en médecine. Puis ça enlève aussi... beaucoup les demandes en médicaments de type opiacés, les médicaments qui ont des effets secondaires, les anti-inflammatoires aussi qui peuvent avoir des effets secondaires. Les risques de dépendance. Oui, les risques exactement. Fait que, par exemple, un patient qui vient avec une fracture de hanche, au lieu de leur donner un 24 heures d'opiacés, un bloc de nerfs est possible, qui va engourdir leur jambe pour au moins 8 à 12 heures, ce qui va... enlever leur souffrance, mais aussi d'une façon à ne pas nuire leur cognition, leur attention, en attendant qu'il y ait leur chirurgie curative. Fait que c'est... les procédures, je pense, c'est rendu un inévitable de la médecine d'urgence. Je pense que le profil des procédures a changé avec le temps. Il y a 20-30 ans, on faisait beaucoup plus d'intubation des patients. Puis on voit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être intubées maintenant qui l'étaient avant. Par exemple, les patients qui viennent avec, comme je dis, l'eau sur les poumons ou les grosses crises d'asthme, une des technologies qui a changé beaucoup notre approche, c'est le BiPAP. Fait que c'est un peu comme les masques de CPAP que le monde porte la nuit pour l'apnée du sommeil, mais avec une fonction spécialisée. Et ces masques-là sont non invasifs, ne rentrent pas dans la bouche, ne nécessitent pas une sédation consciente du patient. Donc, c'est des choses qui améliorent beaucoup le sort des patients.
Fait que les techniques qu'on faisait peut-être il y a 30 ans sont différentes des techniques qu'on fait maintenant. Un peu moins invasive Un peu aussi. moins invasives, un peu plus basées sur enlever la souffrance, comme les blocs de nerfs, des choses comme ça. Évidemment, on intube encore, on fait encore des choses invasives, Ouais. mais peut-être un peu moins qu'on faisait avant, ce qui est d'autant mieux pour les patients. Est-ce que vous faites, parce que vous avez parlé justement de la fracture de hanche, est-ce que vous faites justement, vous replacez les fractures sous bloc? Ou, Oui. puis, parce que je sais que c'est quelque chose d'extrêmement souffrant là, pour les patients. Fait que Vraiment. Fait qu'une chose, c'est par exemple les fractures de poignet. Ça vient bien à des blocs nerveux que tu peux faire au niveau de l'avant-bras proche du coude. Fait qu'il y a des blocs nerveux que tu peux faire à ce niveau-là qui vont engourdir le bras sans que tu aies à endormir le patient. Fait que même une fracture qui est complètement déplacée, tu peux la remettre en place sans avoir besoin de sédationner un patient. La sédation, on sait, comporte des risques, généralement sécuritaires, mais quand même, tu endors un patient, tu risques de le faire vomir et s'aspirer son propre vomi, tu risques de lui causer une baisse de pression ou une diminution de sa respiration. Fait que c'est pas des choses qui sont bénignes. Et d'éviter des sédations et aussi de cet aspect-là, éviter d'utiliser une des salles de réanimation pour faire une sédation, ça améliore et la qualité des soins du patient et le débit total de la salle d'urgence. Fait que ça change drastiquement la façon qu'on travaille maintenant. Fait que, oui, ça, c'est assez nouveau, hein, quand même. c'est assez nouveau que c'est... je pense qu'il y a du monde qui faisait depuis Non. longtemps, mais c'est nouveau à quel point c'est accepté puis considéré un standard de pratique à l'urgence de plus en plus, d'année en année. Et je pense que c'est pour le mieux, honnêtement. Fait que c'est quel type de fracture? Tu as dit poignet, y en a-tu d'autres typiques que vous faites? Je peux penser aux fractures, tout ce qui est fracture ou luxation, des choses du pied. Il y a des blocs aussi qui se donnent à ce niveau-là. Fait que les extrémités, c'est ce qui porte le mieux. Plus parce facile. que, plus facile. Même des fractures de côte, il y a des blocs de nerfs que certains médecins font. Puis il y a plein... je peux imaginer aussi, moi je le fais pas parce que j'ai pas encore appris cette aptitude-là, mais il y a des blocs de nerfs qu'on peut faire au niveau du cou, à peu près du trapèze, pour les luxations d'épaule. Je pense que c'est... Ce qui est cool en médecine, c'est que l'apprentissage n'est jamais fini. Fait que c'est une chose que je me vois apprendre dans les prochaines années, entre autres. Mais les avenues sont infinissables en termes de qu'est-ce qu'on peut apprendre. Fait que c'est juste une choix de qu'est-ce que tu veux apprendre. Je pense que l'erreur fatale dans ce contexte-ci, c'est de s'arrêter puis de dire on a assez appris, ça fait 5 ans que je pratique, mes patients sont corrects, on peut toujours être meilleur. Puis je pense que c'est ça le fun, c'est ce qui rend la job passionnant, c'est de toujours apprendre des nouvelles choses puis de servir de nouvelles technologies ou nouvelles méthodes, soit de diagnostic ou de traitement. Y a-tu justement autre chose pour ta pratique future? Fait que tu parles du bloc de nerfs, par exemple, au niveau du trapèze. Y a-tu autre chose que tu vises à développer? Oui. Une des choses qui commence à prendre plus d'ampleur en médecine d'urgence, c'est l'échographie transœsophagène en situation critique. Fait que beaucoup de médecins apprennent comment faire l'écho cardiaque transthoracique, c'est-à-dire avec une sonde cardiaque sur la poitrine du patient. Mais en certaines situations critiques, dont l'arrêt cardiaque, une procédure qui de plus en plus, encore une fois, prendre l'ampleur dans la salle d'urgence, c'est les échographies via une sonde qui est transœsophagène. Fait qu'on la met dans la bouche du patient. Ça prend évidemment un patient qui est endormi, sédationné, mais dans un contexte d'arrêt cardiaque, c'est un outil très intéressant pour évaluer la qualité de l'acte de l'arrêt cardiaque. On peut continuer à faire un massage cardiaque avec une sonde qui regarde le cœur en temps réel. On peut savoir si le massage cardiaque est efficace ou non en se basant sur l'image en temps réel du cœur. Fait que ça, c'est une procédure qui, je pense, est relativement jeune en médecine d'urgence. Probablement dans les 5-10 dernières années, ça a commencé à s'introduire dans les salles d'urgence. Mais que je sais qu'il y a des départements qui s'en servent beaucoup. Fait que ça, c'est un de mes prochains projets à prendre. Puis vous en faites déjà un peu ou pas encore? J'ai pas encore pris la technique, puis on n'a pas non plus les sondes transœsophagènes à l'urgence à Maisonneuve-Rosemont. Okay. Fait que... Mais c'est vraiment pour améliorer la qualité du massage, pour augmenter les risques de survie pour Exactement. le patient. Je pense que l'utilité principale en salle d'urgence maintenant, c'est l'évaluation en temps réel, sans interrompre les manœuvres d'ACLS, fait que de soins avancés de réanimation en temps réel. Fait que c'est ça le but principal
activement de cette technologie-là. OK, oui. Ben, c'est intéressant de voir que comme ça veut juste tout le temps comme évoluer pour qu'on s'améliore. Oui, puis il y a plein de choses qui ont changé beaucoup. Je peux penser aussi à l'intubation qui est faite sous vidéo, qui n'était pas le cas peut-être même il y a 10-15 ans. Prenait un peu de place, mais là est rendu le standard de pratique où tous les médecins maintenant intubent aux vidéos parce que le feedback est tellement meilleur que le feedback visuel imparfait qu'on peut tous avoir comme médecin. Et non seulement le feedback est meilleur, mais il est instructible d'un médecin à l'autre. Fait que si un médecin est en train de faire la visualisation des cordes vocales pour essayer de passer un tube endotrachéal, l'autre médecin qui le regarde peut l'enseigner à dire change ton angle d'approche ou recule ou avance un peu. Fait que ça donne un module d'enseignement qui est beaucoup plus intéressant. Pour les résidents, les externes qui intubent pour les premières fois, ouais. c'est moins du guesswork en termes de je pense que ça a bien été, j'ai nommé les structures, c'est un feedback en temps réel. Fait que ça, c'est très cool pour moi comme enseignant en médecine d'urgence. OK. Puis tu penses à d'autres technologies qui deviennent comme ça justement en réanimation surtout là, que vous avez? C'est sûr qu'une des... C'est peut-être bénin, là, mais une des grosses choses qui a changé pour moi la pratique, c'est les applications de réanimation. Sans conflit d'intérêt, je shout-out l'équipe de Easy Resus qui a développé une application de réanimation qui est essentiellement une encyclopédie rapide de tous les médicaments d'urgence basés sur le poids dont on pourrait s'en servir en salle de réanimation. Fait que si on pense à un médicament qu'on s'en sert pas souvent parce que c'est des cas qui arrivent 1 à 2 fois par année, qui auront besoin d'un traitement très spécifique, je vais pouvoir ouvrir cette application-là, trouver le médicament en même pas 5 secondes, puis savoir la doser, puis comment la diluer, préparer en temps réel. C'est sûr que mes doses d'épinéphrine, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je m'en sers, mais il y a certains médicaments qu'on s'en sert pas beaucoup, puis c'est super utile pour nous. Fait que ça, c'est une des façons que je vois que la technologie est un outil vraiment important pour moi comme médecin d'urgence en salle de réanimation. Tu vois-tu que c'est de plus en plus accepté? Je sais que des fois, les médecins qui ont plus d'expérience, là, que ça fait longtemps qu'ils sont là, ou tu sais, souvent les résidents, on arrive avec plus de technologie, puis des fois, c'est comme moins accepté. Tu sens-tu qu'il y a quand même cette ouverture-là dans le... Je pense que c'est un équilibre. C'est un équilibre entre développer son propre savoir-faire, puis il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. Je te donnais l'épinéphrine comme exemple à titre de dose, mais il y a probablement, je peux te nommer une 50aine de médicaments qu'il faudrait connaître par cœur parce qu'en temps réel, on ne veut pas se douter sur qu'est-ce qu'on donne. Je pense l'autre côté, c'est de dire que je ne m'en sers pas de la technologie, c'est pas pour moi. Oui, peut-être un certain élément d'âge dedans, mais aussi ça fait partie du monde en 2025. Puis je pense que c'est juste négliger un outil essentiel à la pratique de médecine actuelle, comme elle se pratique maintenant. On sait que les problèmes médicaux deviennent de plus en plus compliqués avec le temps. Le monde survit plus long qu'il faisait avant. Fait qu'ils prennent de plus en plus de bagages médicaux avec eux. Fait que les cas deviennent de plus en plus complexes. Je travaille dans un centre hospitalier qui offre des services assez avancés de dialyse, d'oncologie. Fait que c'est des patients qui reçoivent des traitements vraiment de cutting edge qui sont pas simples, pour en dire le moins. Donc, c'est sûr qu'il faut... on n'est pas capable de tout tenir, toute cette information-là dans notre cerveau 24 heures sur 24. Fait qu'il faut un certain appui pour les choses qui sont moins fréquentes, plus compliquées, moins notre dada personnel, pour nous aider à toujours offrir des soins qui sont sécuritaires. Pas donner des médicaments qui interagissent avec des chimiothérapies compliquées. S'assurer que lorsqu'on donne un médicament, c'est à la dose rénale appropriée pour une filtration rénale qui est peut-être inefficace. Fait qu'il y a plein d'ajustements qu'on doit faire à un monde médical qui est de plus en plus complexe. Puis ne pas s'appuyer sur la technologie est essentiellement impossible en 2025. Oui, c'est ça. Fait que, je sais que tu es enseignant, tu vois énormément de résidents. Je pense presque à tous vos chiffres. Il y en a tout le temps, externes ou résidents? Je te dirais la moitié ou le tiers de mes quarts de travail, je suis jumelé avec un étudiant, soit externe ou résident. Puis toi, tu vois-tu justement un profil où cet étudiant-là, il est fait pour l'urgence. Lui, c'est pas sa tasse de thé. Je pense oui. La réponse courte, c'est oui. Il y a des étudiants pour qui tu vois clairement que c'est pas leur environnement, que ce soit tant pour le style de vie que la médecine d'urgence
impose essentiellement, mais aussi l'aspect gérer des patients critiques, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des médecins qui sont faits pour toutes les spécialités. Il y a des médecins qui sont faits pour être pathologistes ou rhumatologues ou psychiatres ou médecins d'urgence. Puis on a chacun un peu une personnalité qui ressort, je pense, durant Ouais. notre parcours médical. Mais c'est ceux qui sont faits pour l'urgence, je pense, eux, ils le savent aussi de façon évidente. Ouais. Puis eux, ils se manifestent très rapidement, dans le sens où c'est la passion de toujours prendre le prochain cas. C'est la passion de dire, c'est un patient qui semble, entre guillemets, pas intéressant à première vue sur la feuille de triage, mais que je vais approcher avec autant de patience que la chose qui me semble le plus intense. Mm-hmm. Mais d'autre part, c'est des personnes pour qui les choses les plus intenses, ils courent directement vers, ils reculent pas face aux choses qui sont intenses. Mm-hmm. Puis c'est du monde qui, généralement, sont rapides dans leur organisation. C'est du monde qui vont jouer de l'échec rapide et non de l'échec lent. Mm-hmm. Ils travaillent quand même sur leur instinct et pas juste sur un intellect qui est lent et probablement un petit profil de TDAH comme le mien, où on passe d'une idée à l'autre rapidement puis ça fait notre affaire. Ouais, un peu des gens qui marchent sur l'adrénaline puis qui aiment ça comme l'intensité, Ouais. le... Je pense qu'il y a un stéréotype des médecins d'urgence qu'on porte tous des casques de vélo carrément en rentrant dans notre chiffre de travail. Mais oui, c'est du monde qui aime l'action. Puis je pense que c'est une belle qualité, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment le truc de nuit qui m'a... c'était trop difficile pour moi de faire d'alterner comme ça là, dans les chiffres. Là. Mais c'est drôle parce que maintenant qu'on s'en parle, il y a des mentors auxquels je pense en médecine d'urgence qui sont vraiment pas le profil stéréotype du tout. C'est du monde qui sont super calmes, posés, qui ont une vie à l'extérieur de l'hôpital qui est très calme. Fait que c'est pas... oui, c'est un modèle qu'on reconnaît, mais il y a toute forme de médecins. Puis parmi les médecins qui m'inspirent le plus, c'est pas nécessairement tout du monde qui sont craqués à 150% 24 heures sur 24. Fait qu'il y a tout modèle de médecin qui existe, puis tout modèle de médecin d'urgence qui peut être aussi efficace d'un par rapport à l'autre. Oui. Mm-hmm. Fait que, si, disons, tu parlais soit à quelqu'un qui n'est pas encore entré en médecine ou un étudiant en médecine, ça serait quoi que tu aurais envie de lui dire justement pour savoir si c'est fait pour lui ou si justement leur donner un coup de pouce pour savoir justement c'est-tu fait pour eux, la médecine? Je pense que ma prescription serait de s'observer soi-même, de prendre un moment vraiment de se creuser puis d'essayer de comprendre qui on est comme personne. Puis je pense que c'est une chose qui pas nécessairement toujours fait. Je pense qu'on vit notre vie, mais on ne prend pas beaucoup de temps à réfléchir vraiment. Une introspection. Oui, je pense qu'une introspection est vraiment importante. Je pense s'exposer au milieu, il faut, parce qu'on ne peut pas savoir c'est quoi la médecine sans s'exposer. Je pense qu'on a toutes des idées préconçues de qu'est-ce que c'est la médecine, autant que la médecine d'urgence, puis on se dit que c'est une certaine façon quand réellement on le fait, puis on réalise que c'est pas du tout à quoi on s'attendait. Fait que s'exposer, puis de prendre cette période d'introspection, c'est essentiel pour savoir est-ce que je suis faite pour aider le monde, puis pas juste aider le monde quand ça fait mon affaire, c'est aider le monde quand ça fait pas mon affaire, qui est un des éléments vraiment essentiels d'un médecin. C'est de prendre charge qu'on n'a pas nécessairement toujours envie, entre guillemets, de le faire. Est-ce qu'on est prêt à un parcours qui demande beaucoup du point de vue cognitif, mais aussi beaucoup du point de vue émotif? Puis est-ce qu'on aime travailler dans un milieu qui change de jour à l'autre puis qui est quand même assez chaotique? Ouais. Autant en médecine d'urgence que dans n'importe quelle clinique que dans la salle d'opération. La médecine, par définition, c'est prendre quelque chose qui est instable et la rendre stable, ou quelque chose qui est incertaine et la rendre certaine. C'est trouver un diagnostic lorsqu'il n'y en a pas, c'est offrir un traitement lorsque tous les autres traitements ont échoué. Fait que c'est un environnement qui est challenging, mais c'est un environnement qui est extrêmement valorisant. Fait que j'essaie jamais de trop pousser le monde en médecine, dans le sens où le monde qui veut le faire, ils vont le faire.
Ils vont savoir que peu importe ce qu'on me dit, même si on me dit de ne pas le faire parce que le style de vie n'est pas bien, puis ci, puis ça, ils vont le faire. C'est sûr que du point de vue financier, on est bien récompensé, puis c'est pas ça qui manque, mais c'est quand même très challenging sur le style de vie, puis je pense que c'est une chose qui n'est pas nécessairement bien reconnue, surtout pour le monde qui applique en médecine avant de savoir en quoi il s'embarque. Moi, c'est ça. C'est un environnement qui est très demandant de sa personne en entier. Mais à mon avis, les choses qui demandent beaucoup de nous, c'est les choses qui nous rendent meilleurs. Et je recommande à tout le monde d'être médecin. C'est un excellent choix de carrière. C'est quand que toi, tu as eu ce moment d'introspection, tu dirais, par rapport à ta... Probablement vers la fin de mon externat. Puis encore une fois, durant ma résidence. Pas que j'ai changé d'avis, mais je me suis vraiment recadré puis remis dans pourquoi je voulais faire cette job, surtout quand tu es 4e année de ta résidence puis tu as l'impression que ça finit jamais. J'ai eu cette période d'introspection peut-être un peu tardive par rapport à ce que j'aurais dû avoir, mais qui m'a repoussé et m'a reinvigorate à faire le travail que je fais en ce moment. Puis justement, c'est quoi qui dans le fond, quand tu as fait cette introspection-là, c'était quoi la conclusion en toi qui fait « Oh non, je suis faite pour faire ça » qui t'a motivé à continuer, dans le fond. Puis c'est sûr que moi, ce que je vois souvent, c'est comme, ben, regarde, là, tout ce que j'ai fait en arrière, là, je suis à la ligne d'arrivée, fait que c'est pas vrai que je vais arrêter maintenant. Ouais. C'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais il y avait autre chose qui, toi... Je pense c'est les grosses victoires qui arrivent, puis peut-être qu'on néglige parce que c'est juste la job, puis il faut continuer, puis c'est ça qui est attendu. Mais ça reste que c'est des grosses victoires. Lorsqu'on remet une luxation en place ou lorsqu'on fait une cardioversion, fait qu'un choc électrique pour une arythmie qui est maligne et qu'on remet un patient vers la stabilité, c'est des choses qui sont très cool, puis très valorisant, autant pour moi comme médecin et qu'apprécié par le patient. Puis je pense à ces moments-là que j'en ai heureusement plein dans ma tête maintenant avec les années d'expérience. Puis ça me remet le goût de revenir au travail à chaque jour pour tous les cas qui sont difficiles. Moi, je dis toujours à mes résidents, tant que tu as au moins une chose que tu as faite aujourd'hui que tu as aimé faire, la journée est une grosse réussite à mon avis. Fait que c'est ça. C'est un constant apprentissage aussi, ça fait que c'est motivant, je trouve, à continuer. Je pense que tous les meilleurs médecins avec qui j'ai travaillé, peu importe la spécialité, sont étudiants de nature, qu'ils ont 1 an d'expérience ou 40. Ils ont toujours la sensation de passion d'apprendre quelque chose de nouveau, puis de rien laisser comme acquis. De rien dire que on n'est jamais produit fini. Curiosité, puis toujours à bâtir. Oui, vraiment. OK. Toi, t'avais-tu autre chose à rajouter là-dessus? Non, je veux juste peut-être juste shout-out mon équipe médicale à Maisonneuve-Rosemont que j'adore et que oui, la situation de l'hôpital est un peu intense en ce moment. On paraît un peu dans les nouvelles. Je pense que c'est saisonnier, 1 fois par année qu'on va paraître dans les nouvelles. Oui, à chaque fois. Oui, à chaque fin d'hiver, il y a toujours quelque chose de différent. Mais vraiment, je suis entouré d'une équipe cool, qui est passionnée, qui aime faire ce qu'ils font, qui rend ma vie facile. Fait que je suis très appréciatif envers eux autres. Oui, c'est une belle équipe. Vous avez vraiment une belle équipe. Merci. Mais merci beaucoup de ton temps puis de t'être prêté au jeu. J'ai appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Puis ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes comme premier invité à notre podcast. Vraiment, merci beaucoup. C'est un gros privilège d'être ici. Parfait. Mais bonne soirée, puis on se revoit peut-être dans un prochain épisode. Cool. Ça me ferait plaisir. OK. Bye-bye. Ciao.